Alors bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Lake and Pop Culture. C'est ça, on est là. On rappelle juste que notre émission, c'est de parler avec des gens qui connaissent un tout petit peu la culture, de ce qui se passe dans notre région, et puis de donner envie aux gens de partager nos coups de cœur et nos coups de cœur. Alors le but, c'est pas de faire de la critique absolue, dans le sens négatif, c'est juste de donner envie aux gens d'aller voir des films, des concerts, de lire des BD. Je vois que tu en as plein, des BD là, Tristan. J'en ai ramené plein. Et donc donner envie aux gens de venir partager ce que nous on a vécu culturellement. Alors, il y a Tristan avec nous, il y a Nina, il manque Charles qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce que Charles, on est dimanche et il a décidé d'aller travailler un dimanche. Quelle drôle d'idée. Mais c'est le principe même des gens qui travaillent dans la culture, c'est de travailler le dimanche. Donc Charles n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on a été il y a 2 jours avec Charles au Palais Lumière à Évian voir une magnifique expo de Ferdinand Hodler. Eh bien, je vous propose de regarder maintenant. Salut Charles. Salut Dom. Alors, tu vas pas être avec nous dimanche parce que tu pars démonter une exposition à Milan. Ouais. Et du coup, tu nous emmènes voir une expo au Palais Lumière à Évian. Ça va parler de quoi? Alors, c'est une expo qui s'intitule Modernité suisse, l'héritage de Ferdinand Hodler. Ferdinand Hodler, fameux peintre suisse, et une exposition qui va retracer un peu les influences qu'il a pu avoir et qu'il a pu susciter aux autres peintres. Voilà. Pendant sa vie. Voilà. Tu nous emmènes nous voir? Tout à fait. Allons-y. C'est parti. Magnifique ce Palais Lumière. Hein. Les premières expositions que j'ai pu voir dans ce lieu, en fait, étaient pas forcément pour moi très attirantes, parce qu'il y avait toujours de très belles pièces, mais les accrochages n'étaient pas vraiment d'une qualité de présentation des œuvres qui était un petit peu, je dirais, désuète, quoi. Ici, on est dans une des premières salles de l'exposition et on peut voir effectivement cet immense tableau, je crois qu'il fait 2,40 m, je n'ai pas la largeur, mais ça doit pas être loin de 1,10 m, je dirais, où on peut voir le guerrier furieux de Ferdinand Hodler, qui donc est un peintre qui a été nommé au statut de peintre national suisse. Et donc c'est pour ça qu'entre autres, dans son travail, on peut avoir ces peintures qu'on pourrait qualifier de peintures patriotiques, dues à son statut justement de peintre national. Et évidemment, étant donné que c'est une exposition qui trace et retrace l'influence que Ferdinand Hodler a pu avoir sur ses pairs, vous êtes en relation avec 2 autres peintres qui sont Eugène Burnand et Gustave Jeanneret. Et on peut voir effectivement un pan de la peinture suisse qui est tout à fait intéressant. Oh, tu nous as parlé des accrochages des tableaux, pourquoi c'est ton métier? Alors oui, moi, entre autres, oui, je suis régisseur d'exposition, d'événements dans une institution genevoise. Et effectivement, j'ai travaillé avec des commissaires d'exposition et des conservateurs quand j'étais régisseur du Musée d'Art moderne et contemporain à Genève. Donc effectivement, j'ai quelques notions d'accrochage d'œuvres, on va dire. Ouais. Et là, aujourd'hui, ça te plaît? Alors aujourd'hui, justement, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a donné envie de vous montrer cette exposition parce que je trouve qu'elle a été traitée d'une façon assez intelligente. Les accrochages sont fournis, on a eu recours à une peinture d'une couleur un peu mauve, je dirais, à l'arrière des toiles, et vous verrez que ça change selon les salles. Et je trouve que c'est un effet qui est plutôt riche. Donc tu es en train de me dire qu'à chaque fois qu'on change d'exposition, on repeint tout le... En général, oui, ça fait partie du travail, ouais, effectivement. En général, quand on a un joli endroit, on essaye qu'il change à chaque exposition, effectivement. C'est important d'amener le visiteur dans un cocon, finalement, et de pouvoir lui donner les meilleures conditions pour apprécier les œuvres.
Donc on est devant une huile sur toile de Ferdinand Hodler de 1911 dont le titre est Heure sainte, où on peut voir 4 femmes assises, euh, pas au milieu de fleurs parce qu'elles sont sur un parterre, sur un banc, mais qui effectivement est entourée de fleurs. Et on peut voir justement ce travail d'Hodler sur la symétrie et le parallélisme qui est un peu, je dirais, sa marque de fabrique. Et c'est vrai que dans ce tableau, on a cette touche impressionniste, justement, qui rassemble ces couleurs lumineuses et toute cette impression qu'on a de clarté, de luminosité et de couleurs très très lumineuses. Ouais. C'est quoi les influences de Hodler? Alors, Hodler est arrivé, donc, sa famille était de Berne, et il est arrivé à Genève en 1871, 71 pour nos amis francophones, français plutôt. Et en fait, il a suivi les cours d'un professeur qui est Barthélemy Menn. Et Barthélemy Menn qui a enseigné 42 ans à l'école académique de dessin et peinture à Genève, et dont bon nombre de peintres suisses ont été les élèves. Mais finalement, Hodler, c'est plus justement sous le signe de l'impressionnisme et des grands maîtres que toute sa touche picturale s'est développée en fait. Et du coup, je dirais que ça a été un tremplin, je pense, d'être de toute façon l'élève de Barthélemy Mann. Mais il y a toute une chose qui s'est élevée par la suite, en fait. Et c'est vrai qu'Hodler a su le magnifier. Et donc, à partir du moment où justement on arrive à quelque chose qui fait des émules, entre guillemets, ben, on a forcément ces haters, on dirait maintenant, c'est followers et c'est haters en fait. Et du coup, c'est ce qui donne cette exposition justement qui retrace un peu les influences qu'Hodler a pu avoir sur la peinture suisse et autres, parce qu'on n'a pas que des peintres suisses dans cette exposition. Mais vous verrez que justement, on passe vraiment de l'impressionnisme à l'expressionnisme, au réalisme. Et du coup, c'est comme je vous disais, l'avantage qu'on a dans cette exposition, c'est qu'on a vraiment l'impression de déambuler dans l'histoire de la peinture, en fait. Parce que là, entre le guerrier furieux qu'on était juste avant Mhm. et cette œuvre-là, c'est vrai qu'on n'est pas dans le même. On n'est pas dans le même registre. Parce que quand je vois cette œuvre-là, je me dis, effectivement, c'est moins guerrier que le précédent. Les visages des femmes sont très figés, et très. Mhm. Peut-être à part Mademoiselle là, elle est plus, Ouais, elle a un regard plus malicieux. malicieux, exactement. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. Et en tout cas, c'est vrai que je pense que c'est aussi le fait que Ferdinand Hodler s'est attaché vraiment à la peinture aussi des grands maîtres, hein. Donc, il y a ce dessin de revenir à une peinture justement un peu religieuse comme on pouvait avoir chez Poussin, mais justement dans le sujet, pas dans le traitement bien évidemment, mais dans le sujet, on est tout de suite dans quelque chose d'effectivement un peu plus figé finalement, parce que on reste dans ce répertoire un peu religieux et aussi, mais on a justement cette grande construction du tableau, quoi, je veux dire, avec cette symétrie axiale quasiment parfaite. Et c'est une touche picturale et une composition qui est très élégante, justement, et aussi pour souligner le sexe féminin dans la peinture, quoi. Ouais, c'est moins religieux que celui-là quand même. Alors, complètement. Mais, mais justement, parce que celui-ci semble plus académique à la limite, c'est vrai que Cuno Amier, donc moi je connais pas bien ce travail, donc
Quand je regarde celui-là en premier abord, je me dis, en voyant les visages un peu figés, un peu guerriers, hein, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. je me dis, ah, c'est peut-être. Je reconnais Ferdinand Hodler, mais quand je vois celui-là à côté, je me dis, en Ouais, fait, non, c'est pas du tout guerrier. Il y a des ouais, fleurs ouais, c'est rouges, ça, c'est ça, c'est ça. Donc je pense qu'il y a, c'est il y a un, il y a un, il y a un truc du paysage aussi, il y a un truc du paysage, de la paysannerie, de choses comme ça, alors qu'ici on est plus justement dans de l'ordre ouais, effectivement, c'est très protestant finalement, très, mais, euh, mais c'est vrai que le traitement de l'image et la touche picturale est complètement différente. Et donc c'est vrai que moi je suis, pour ma part, moins sensible à ce type d'image, enfin de peinture, qu'à celle-ci. Alors, on arrive devant le tableau de Barthélemy Mène, hein. Oui, absolument. Autoportrait de Barthélemy Mann, donc qui a été le professeur de bon nombre des artistes suisses peintres, justement, dont Ferdinand Hodler, euh, Gustave Jeanneret et Jeanne Burnand. Euh, c'est un peintre qui a officié pendant 42 ans, je crois, euh, dans l'école académique des beaux-arts de Genève. Je ne sais plus quel nom elle avait à l'époque, mais je pense que ça devait ressembler à ça. Euh, euh, et en fait, alors il se trouve que moi, l'institution dans laquelle je travaille possède une salle Barthélemy Mann, donc c'est aussi pour ça que ça me fait plaisir. Donc ça, c'est un tableau qui appartient au musée d'art et d'histoire de la ville de Genève. Et on peut voir quelque chose euh, d'assez dingue, parce qu'il y a une profondeur dans le regard de Barthélemy Mann. Il y a un arrière-plan qui est complètement abstrait, et donc il y a déjà une ouverture sur une peinture qu'on verra par la suite. Euh, je trouve que ce portrait, il est incroyable. Il y a un toucher dans le pinceau, enfin, on voit les traces du peintre, il est vraiment superbe ce portrait. Moi, je trouve il y a un côté hyper réaliste finalement aussi, bien avant l'heure, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. On sent une sacrée puissance, quoi, dans le geste et dans le fait que cet homme enfin, était ultra doué, quoi. Donc, moi, ça fait partie de ces pièces qui peuvent un peu m'attirer, qui sont un peu magnétiques, quoi. Juste dans la couleur, la façon de peindre, je veux dire, on distingue les poils de barbe, on voit dans son regard, on a l'impression on peut lui parler, quoi. C'est vraiment C'est très réaliste. exceptionnel. Ouais, c'est pas de l'hyper-réalisme, mais on n'en est pas loin, quoi. Mais c'est aussi pour ça que cette expo, je la trouve intéressante, parce que c'est vraiment le fil conducteur étant Ferdinand Hodler. Là, finalement, on est un petit peu au début de la pelote, quoi. Et du coup, il y a ce truc qui fait que, justement, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, en fait, on a l'impression d'être sur une frise chronologique de la peinture, et ça, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'inspire? Et disons que c'est assez chouette justement de pouvoir voir un portrait de Ferdinand Hodler qui n'est pas de sa main. Du coup, donc c'est effectivement Jacob Friedrich Welti que je ne connais pas, mais qui peint ce portrait de Ferdinand Hodler en 1897. Et donc c'est pareil, ça on voit déjà que dans la période, on n'est pas loin non plus de l'hyperréalisme, en tout cas on est dans le réalisme, avec toujours cet arrière-plan qui est uni, mais traité de façon très, je dirais, brute, comme ça. Et je trouve que ça détache vraiment le portrait, que je trouve effectivement très beau. Alors là, tu vois, on est de nouveau sur un portrait de Ferdinand Hodler, mais ce coup-ci, c'est un autoportrait. Ouais, ouais. Bah oui, absolument, c'est un autoportrait. Du coup, Donc, c'est moins réaliste, là. alors c'est beaucoup moins réaliste, mais alors celui-ci est de 1912, il est aussi beaucoup plus tardif finalement, et du coup on est déjà dans cette touche picturale qui est plus associée à l'impressionnisme. C'est vrai on s'éloigne du réalisme qu'on a pu voir justement dans l'autoportrait de Barthélemy Mann, ou même dans le portrait de Ferdinand Hodler, là, qu'on a vu précédemment.
Mais c'est justement ce qui apporte cette touche en fait. Et si vous voyez bien cet autoportrait, on est aussi dans cette notion de symétrie, vraiment qui est très axée comme ça et qui est très, je dirais, maîtrisée quoi finalement. Ce qui a pu justement influencer d'autres peintres comme Albert Schmitt et consorts. Ferdinand Hodler, toi Tristan, tu connais parfaitement Ferdinand Hodler visiblement. Bah, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Ouais. Je trouve que c'est un mec hyper intéressant parce qu'il a mixé un petit peu tous les styles. Il a commencé dans l'académisme, ce qui était très intéressant. Pour lui, il a permis de se développer grâce à son maître, Bartholomew Menn, il me semble. Et puis il s'est éloigné de l'académisme parce qu'il en avait un peu marre, comme beaucoup d'artistes. Une fois qu'ils ont fait un peu trop de trucs carrés dans les règles, ils en ont marre, ils se barrent. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est parti dans un délire plus impressionniste, symboliste. Donc on laisse beaucoup plus place à l'imagination. Et puis en même temps, en étant lui le chef de file de la peinture suisse, au final, il a toujours représenté des personnages assez puissant mais serein en même temps. Enfin, c'est hyper intéressant avec des lignes très marquées. Moi, c'est un travail que j'adore. Et puis ses paysages sont magnifiques. Il a notamment fait des dizaines de peintures du lac Léman et des Dents du Midi, donc il est sans le savoir un émissaire majeur de la peinture chablaisienne, entre gros guillemets. Et c'est génial de pouvoir aller dans un musée à Berlin et de voir le lac Léman avec Thonon et Evian qui sont représentés dessus, quoi. Moi j'aime bien. Bah, on comprend pourquoi t'aimes bien, toi, parce que c'est un petit peu, Puis voilà, c'est un petit peu ce que tu fais quand même, hein. c'est aussi une inspiration, notamment dans son approche des couleurs. Il a des couleurs qui sont assez franches. Il aime bien laisser part à l'immensité des paysages. Et à ma maigre échelle, c'est ce que j'aime représenter dans mes tableaux. Alors on va se présenter un tout petit peu. Tristan, c'est quoi ton art à toi? Alors moi, depuis 3-4 ans, je fais de l'illustration de montagne. J'habite dans le village d'Abondance, donc je suis entouré de montagnes, j'en ai toujours fait, et c'est devenu de manière assez évidente mon inspiration principale. Et à travers les outils digitaux, je peux créer des toiles dans un style qui mixe un petit peu affiches vintage, parce que j'adore les affiches des années 30, et puis en même temps, ramener une touche de modernité à travers le digital, à travers des couleurs assez franches, qui pourraient être inspirées de Ferdinand Hodler ou d'autres artistes, et on en parlera plus tard, de Mathieu Bonhomme, qui est un artiste qui m'inspire énormément aussi. Alors c'est marrant que tu parles de notre histoire en parlant des années 30 du siècle dernier, parce que pour moi, les années 30, maintenant, c'est le futur. Ça arrive bientôt, ouais. C'est assez bizarre. C'est très En fait, bizarre. c'est un éternel recommencement, en fait. Exactement. C'est ça. Comme Exactement. En tant qu'artiste, je pense qu'on connaît tous ça, on a tous envie de créer un truc à nous, alors qu'en fait, t'es toujours obligé de t'inspirer de quelque chose qui existe déjà, et plutôt que d'essayer désespérément de se différencier, prends ses références, prends ses vieilles peintures, ses vieux artistes, et plutôt que d'avoir l'impression de les copier, inspire-t'en à droite à gauche, et ça aide énormément. Après, c'est toujours plus difficile de s'inspirer. Où est la limite entre s'inspirer et copier? Bien sûr. Faut bien sûr. réussir à s'inspirer sans copier, et c'est jamais très évident, quoi. Exactement, oui. Et c'est là que Et quand on réussit, c'est là que le principe créatif, voilà, il faut quand même développer sa créativité soi-même, mais c'est bien. Moi, j'explore, je pense comme beaucoup de monde, comme toi, quand tu chantes, tu t'inspires, t'essayes des trucs, et puis tu vois ce qui marche, quoi. Et ça, c'est génial. c'est clair. Alors Virginie, du coup, c'est quoi toi ton... C'est quoi, moi, mon... Comment on pourrait te présenter? T'es le barde dans Astérix? Ouais, c'est moi, Assurance Tourix. C'est vrai. Bah oui, moi, j'aime la musique, j'aime chanter, et je le fais depuis que je suis enfant, et je le fais amateur depuis que j'ai 15 ans, et je le fais toujours aujourd'hui, alors que je suis encore très jeune. Et oui, c'est la musique, et bah oui, puis le chant, et puis tout. Quand on est musicien,
hein, je n'apprends rien à personne. Quand on est musicien, il y a des moments de vie plus galères que d'autres, et donc on doit faire autre chose à côté. La vie d'artiste, ouais. Voilà. Et j'ai travaillé à la Maison des Arts de Thonon pendant 8 ans. Et ça, c'était vraiment super pour justement pour ce niveau de culture que j'aurais peut-être pas eu. Mais en sachant que j'avais un tonton qui, lui, travaillait il y a très 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 longtemps à la Maison des Arts et qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'emmenait dans des expos, qui m'emmenait voir des spectacles et qui m'a appris énormément de choses et en musique également. Et je pense que c'est grâce à lui que j'ai été attirée par la culture en général. Mais bien sûr que ce que je préfère par-dessus tout, c'est la musique, hein, on est d'accord, pas se le cacher. Et chanter, quoi. Bah, surtout chanter, ça c'est ouais, effectivement. Alors, tu vas nous parler musique et puis tu vas nous parler du futur concert qui va avoir lieu autour de mi-mai à la Malle. Exactement. Alors, c'est une chanteuse de jazz qui s'appelle Cécile McLaurin-Salvant. À la trentaine d'années, hein, c'est une chanteuse franco-américaine de par sa maman française. Et puis, elle a été elle a fait des études de musique au Conservatoire d'Aix-en-Provence. Elle a été récompensée et tout. Et puis elle est aussi autrice, elle est compositrice, elle est pianiste, ça ne gâte rien. Et depuis 2010, elle est environ à 6 albums. Je vais la regarder hein, parce que je ne savais pas. Donc comme ça, bah, je vous donne le tips. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, j'ai écouté le concert, donc je pense que c'est celui qu'on va avoir à la Maison des Arts, qui est... C'était ce que je vous ai envoyé, c'était Ouais, un les concert Vertition. Arte Ouais. de 2024, je crois. Ouais, donc je pense qu'on est, On est dans on le est bon, dedans. on est dedans. Ah, Qu'est-ce ça- qu'on a pensé? Alors, les 1 ou 2 premiers morceaux, je me suis dit, cette personne chante bien. Elle chante bien, hein, ça c'est sûr. Et puis, mais je me disais, est-ce que je m'ennuie ou pas? Et au fur et à mesure, c'est aussi ça ce qui est intéressant dans un art, c'est qu'on nous emmène. Si on nous donne tout dès le départ, après on risque de s'ennuyer. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que ça n'a pas trop tardé, heureusement, parce que si ça fait 1 heure de concert, tu t'ennuies toujours, t'es parti déjà. Mais là, on se rend compte que oui, il y a un intérêt. Et puis tout s'étoffe au fur et à mesure comme ça. Elle a une technique vocale incroyable. Donc si vous aimez les gens avec une belle technique vocale, bah, c'est bon, je vous le conseille. Hein, il n'y a rien à dire. Euh, Après, ce que j'ai pas compris dans les critiques, c'est on parle d'elle avec Billie Holiday. Et Billie Holiday, pour moi, qui est une chanteuse incroyable, j'ai pas compris. Alors après, j'ai compris dans d'autres documentaires qu'elle aimait Cécile McLaurin beaucoup, Billie Holiday. Mais en chant, je la comparerais pas du tout à Billie Holiday. Moi, je la comparerais plutôt à une chanteuse, comme je te disais, des années 90, qui s'appelle Rachel Ferrell, qui était une chanteuse de jazz elle n'est pas décédée, hein, je crois, dernière nouvelle, et donc qui avait un peu ce genre de technique où la voix va devenir un instrument en fait, tellement qu'elle est capable de faire, même des fois d'imiter un timbre, alors qu'un timbre c'est propre à soi normalement, et j'ai trouvé ça techniquement assez foufou, et ça m'a donc rappelé Rachel Ferrell. Voilà, qui est une chanteuse de jazz américaine. Cool, cool. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée d'aller voir ce concert. Faut aimer le jazz, faut aimer la technique vocale. Et puis, je pense que c'est aussi assez... c'est pas trop élitiste. C'est abordable. Bah, c'est cool. Ouais, c'est C'est bien. vrai que le jazz peut dégager un truc un peu élitiste. Ouais, des fois, ouais, comme la musique classique. Hein. C'est ça, mais c'est bien si c'est accessible. Il y a des jazz plus abordables que d'autres, hein, de Ouais. toute façon. Hein. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous sur le côté élitiste du jazz. Ah Hein. ouais. Le jazz, je trouve que c'est quelque chose qui est qui vit, qui est biologiquement pas neutre Organique. et qui est organique. Mm. Et normalement, d'un concert de jazz à l'autre, c'est pas forcément la même chose, c'est pas forcément la même énergie. Non, mais en musique en général. Oui, mais tu vois, la musique classique, c'est quand même de la musique partition et Ouais. c'est jusqu'à 50 ou 100 C'est musiciens. mieux rangé.
c'est plus cadré, ouais. C'est un peu plus cadré, quoi. C'est beaucoup plus Et, cadré. c'est vrai. mais j'avoue que comme toi, j'ai regardé le concert d'Arte et Ouais. j'ai un peu dit au départ, la première Ouais, chanson, tu je me vois. suis dit, ouf. Ah. Et en fait, non, Il se passe un truc. il se passe un truc et je trouve qu'elle a une énergie assez incroyable en fait. Puis elle a évidemment une très belle voix. Une très belle voix. Puis t'as vu quand elle chante en français, ça aussi c'est rigolo, j'aime bien chez les chanteurs, sa voix est différente. Elle fait un ou deux morceaux en français et tout à coup on dirait que son timbre se transforme. On a l'impression que c'est pas la même Ouais, personne. ouais, c'est rigolo, mais moi on m'a souvent dit quand je chantais en anglais et en français, j'avais pas la même voix. Donc, et comme on m'a dit il y a longtemps, je l'ai remarqué chez plein d'autres gens. Et effectivement, ça, je sais pas, ça change un truc, ça change la donne. Alors après, il faut savoir un dernier truc ce concert, c'est que il y a quelques. Alors, elle a quand même fait 6 albums en 10-15 ans. Et elle met beaucoup de reprises de jazz dedans. Elle met pas beaucoup de ses chansons. Alors, des fois, ça peut être 10 reprises et 3 chansons à elle. Des fois, ça peut être du 50-50. Mais elle met beaucoup, beaucoup de reprises. Je pense pour pouvoir les faire à sa façon, parce qu'elle les aime. Puis voilà. Mais c'est un truc de chanteur, ça. Quand tu fais une reprise, toi, tu fais essentiellement des reprises. Alors maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais quand tu fais des reprises, tu les mets à ta petite sauce à un petit toi. peu, ouais. Un petit peu. Un peu plus qu'un petit peu, même Ouais. parfois. Bah, ça dépend, parce qu'en fait, moi, j'explique toujours ça. Moi, j'ai des élèves, et je leur dis toujours, pour avoir le droit de modifier une chanson, il faut la prendre comme elle est. Il faut la prendre techniquement carrée comme elle est. Et une fois que tu sauras la chanter comme ça, au fur et à mesure que tu vas continuer de la chanter, elle va évoluer avec toi, cette chanson, et elle va se transformer d'elle-même. C'est pas toi qui vas dire, ouais, si tu prends une chanson des Beatles, tu dis, oui, je l'ai interprétée à ma façon. Non, non. Sinon, ça serait pas les Beatles, tu vois. Et si t'étais plus malin qu'eux, ça se saurait. Et donc, c'est toi, au fur et à mesure, qui va, comme tu disais pour le jazz, organiquement, faire vivre cette chanson qui n'est pas la tienne, mais qui le devient un petit peu, à force de te familiariser avec. Toi, tu la connais, Cécile McLaurin? Non, pas du tout. Et je dois avouer que ça me motive bien Ah. d'écouter maintenant parce que ce côté montée en puissance que vous avez décrit m'intéresse bien. Et le jazz, c'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve qu'il y a eu enfin, c'est pareil à aucun autre style de musique et ça, j'aime bien. Et j'ai un peu plus de mal avec l'improvisation en jazz. C'est par là que je disais que c'était un petit peu élitiste par moment. Oui, c'est ça qu'on voulait dire, je suis d'accord avec toi. Une oreille un peu développée par rapport à ça. Mais en tout cas, par rapport aux performances vocales, vous me l'avez bien vendu. Ah, pas mal. Oui, non, mais après, c'est pour ça que je disais, je trouve que le big band de jazz est plus populaire et tu fais découvrir des morceaux de jazz vers lesquels tu serais peut-être pas allé. Tandis que quand tu prends un quartet ou un quintet et qu'ils partent tous en impro, à un moment donné, tu es perdu, quoi. Moi, ça m'est arrivé à 19-20 ans d'être devant un concert, un quartet de jazz. Mon pied ne savait pas. Ou taper. C'était perdu. Mon pied à moi, c'est pas possible normalement. C'est un truc, moi, ça arrive pas. Et ben là, mon pied ne savait plus. J'étais avec ma maman et on s'est regardés comme ça toutes les deux. On a fait. On était perdus. Donc oui, parfois, c'est vraiment pour un public plus averti. C'est pour ça qu'on parlait d'élitisme sans non plus, parce que c'est de la musique, c'est de la musique. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser, il faut s'y habituer, quoi. Ouais. Sinon, ça te fait Il y a des trucs plus faciles. En électro, il y a des musiques, je trouve, des moments où tu as des groupes que moi j'aime bien qui vont être plus abordables que d'autres musiques électro qui vont être pointues et du coup, tu as du mal à rentrer dedans. C'est un peu pareil. Dans tous les styles, ouais. Ce moment que tu as vécu avec ta maman, t'avais quel âge? Oh, je dois avoir 20 ans. Ça t'a pas fait hésiter sur la musique? Ce genre de truc, ce genre d'expérience? Non, parce que moi j'ai toujours été sûre. Ok. Ça m'a fait hésiter sur le jazz. mais non, pas du tout. Et puis même, tu vois, j'aime beaucoup le jazz. Hein. Et puis, à force d'en avoir écouté et d'en avoir joué, je l'aime beaucoup. Hein. Et je le comprends. Je comprends beaucoup mieux qu'à 20 ans.
On Après, attend des fois, c'est je normal comprends. aussi. Ah bah oui. Ça vient avec le temps. Oui, c'est vrai. Bon, ben, il y a des trucs qui viennent jamais. Hein. Enfin bon, c'est pas moi de dire ça, je suis le plus jeune de l'Assemblée. Mais, C'est vrai. mais- Bah, méfie-toi, alors, il y a des trucs qui ne viennent jamais. c'est vrai, c'est Non. vrai. On parle pas de Trump, là, on est d'accord. On avait dit non. On avait dit non. On avait dit non. Forcément. Non, 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 arrêtez. Ok, On a des trucs qu'on aime bien, on a dit. on a dit que les Essentiellement. trucs qu'on aimait bien. Ah ouais. Ok. Très bien. Alors, Tristan, toi, tu vas nous parler de BD, tu vas nous parler de Lucky Luke. Exactement, c'est la sortie BD du printemps. Mathieu Bonhomme et sa 3e interprétation de Lucky Luke, la longue marche de Lucky Luke. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que c'est un mec que j'adore. C'est vraiment mon auteur de BD Ça va être préféré, hyper simple. donc Allez, vas-y. ça va être Allez. un petit peu compliqué. J'ai ramené aussi le premier tome de Lucky Luke qui avait été une réinterprétation absolument magnifique du héros. C'est une BD qui est géniale, tant par l'histoire que par l'approche des couleurs. Et après un deuxième tome en demi-teinte, celle-là, elle est beaucoup plus cadrée dans l'histoire, beaucoup mieux racontée. Alors c'est un peu plus convenu, c'est moins génial que le tout premier, mais on a un début, un milieu, une fin qui sont bien écrits, des personnages qui sont attachants, et comme d'habitude, un style graphique absolument On peut regarder. incroyable. Je vais regarder, moi. C'est un synthétisme dans le dessin qui est exceptionnel, et puis une approche des couleurs qui est toujours très marquante. Ça, c'est une autre de ces séries qui s'appelle Esteban, qui, que ce soit pour les adultes ou les enfants, est magnifique. Et Lucky Luke, c'est une BD qui a toujours été très forte dans son style, avec des cases de couleurs jaunes, de couleurs bleues, de couleurs vertes, hyper marquées, un truc qui vraiment pète les yeux. Et on retrouve ça notamment si j'ouvre la bande dessinée. Là, on le voit assez bien, des cases qui sont très jaune-orange, des cases qui sont très bleues. Et c'est une réinterprétation magnifique de ce style. Et moi, je la conseillerais beaucoup. Il y a les Dalton, j'en dis pas plus. Lucky Luke, on se balade dans les Rocheuses américaines. Enfin voilà, il y a tout ce qu'on peut espérer dans Lucky Luke. En même temps, s'il n'y a pas les Dalton. Mais ils y sont pas toujours. Ils sont pas toujours, mais moi qui suis un amoureux de Lucky Luke, des premières De versions Maurice. de Maurice, à ceux qui ont aimé Maurice, qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait accrocher à Mathieu Bonhomme? La couverture est déjà magnifique, mais j'avoue que ça me fait plus penser à un western de Sergio Leone que... Il y a de l'inspiration de ça partout, et c'est justement notamment dans l'approche des couleurs qu'on va vraiment se rapprocher de Maurice, parce que c'était un truc spécifique à Maurice. Et puis, il y a des personnages qu'on a retrouvés dans différentes BD de Maurice, pas dans le tout premier. Le tout premier, c'est une histoire complètement originale, et c'est justement pour ça que ça avait été si génial, c'est qu'on change vraiment. Et avec les BD suivantes, et notamment la 3e, on retrouve des personnages qu'on connaissait, sans trop faire de fanservice non plus. Et c'est ça qui est super intéressant. Dis donc, et à la fin, j'ai un cahier graphique Exactement. magnifique. Vous l'avez regardé? Ouais, celle-là, c'est l'édition spéciale en noir et blanc. Vous pouvez trouver les éditions normales à la Fnac ou n'importe où, enfin dans n'importe quel magasin de grande J'adore ce distribution. cahier graphique, moi. Et son travail est juste magnifique. Que vous soyez sensible à la BD ou pas, vous pouvez voir le talent du mec dans chaque case, quoi. Est-ce qu'à la fin, comme dans les précédents, Lucky Luke il s'en va au loin en chantant C'est... Surprise! Faut pas spoiler! On respecte les traditions, mais je te laisserai la lire si tu veux faire un avis. Et non, c'est vraiment très très beau. Et le seul changement par rapport au Lucky Luke de Maurice, qui était surtout des BD à vocation plutôt comique la plupart du temps, là on va quand même avoir certaines analyses de société en parallèle avec ce qui se passe. Pour donner les grandes lignes de l'histoire, Lucky Luke va aider un enfant qui a grandi dans une tribu indienne à réclamer son héritage d'une famille qui s'appelle la famille Cramp,
qui possède absolument tout, qui est un homme riche qui possède tout, et c'est Marrant, ça me rappelle c'est quelqu'un. une analyse assez subtile et en même temps peu subtile de la situation actuelle. Et franchement, c'est pas mal du tout d'avoir adapté cette situation actuelle dans la BD. En changeant juste une lettre. Voilà, on change de lettres et puis il y a quelques indices graphiques qui nous laissent penser qui c'est, mais on le reconnaît très, Ah très ouais vite, quoi. On le reconnaît Ah, très, j'ai très pas vite. vu. Ah, j'ai regardé. Et non, franchement, c'est une touche qui est assez appréciable parce que c'est marrant d'ajouter un petit peu d'actualité là-dedans, quoi. Ah, c'est cool, c'est cool. Donc tu nous le conseilles, je vais aller me l'acheter direct. Donc quoi. ouais, je vous le conseille parce que voilà, ne serait-ce il n'y a pas que le travail graphique bien sûr, mais histoire plus travail graphique à côté. Ça donne envie. Il y a 8 BD au total qui ont été faites pour reprendre Lucky Luke. Lui, il en a fait 3 sur les 8. Tu nous as pas amené le deuxième, du coup. Et le deuxième, moi, je l'aime un peu moins. Ah, Parce top. que Très bien fait. selon les dires des plus grands fans de Lucky Luke, le deuxième, c'est uniquement du fan service. Ok. Il y a un paquet de personnages que les gens ont vus dans les BD où ils étaient gamins, mais Ok, l'histoire, elle est pas folle. très bordélique, quoi. Donc c'est un peu moins intéressant. Le premier est vraiment exceptionnel. Celui-là est très bien. Donc franchement, moi je vous conseillerais les 3 quoi qu'il arrive si vous aimez ce style, quoi. Cool, je suis super content que tu sois là pour nous parler BD. Ton papa est dessinateur de BD. Mon hein. père est dessinateur de BD. Stylé. Donc j'ai grandi là-dedans. De mon propre aveu, je suis pas le plus gros lecteur de BD de la famille, loin de là, mais j'ai toujours grandi au milieu des Astérix, des Spirou, des Gaston Lagaffe. Enfin, j'aime beaucoup ce style. Et Mathieu Bonhomme, c'est quelqu'un que j'ai découvert, encore une série que je vais conseiller, à travers la série du Marquis d'Anaon, qui est une série beaucoup plus confidentielle et qui, je comprends vraiment pas pourquoi, n'a pas du tout marché, qui parle d'un jeune marquis qui a beaucoup de connaissances scientifiques au XVIIIe siècle et qui va régler des espèces d'enquêtes qui pourraient paraître certaines fois surnaturelles dans des petits coins de la France. Ça a un peu une ambiance Pacte des loups, si vous l'avez vu, Ouais. à certains endroits, et le dessin est incroyable. Les personnages sont super, et puis la qualité de dessin était déjà là. C'est de la SF Et, moyenâgeuse. On va dire que c'est comme si tu mettais, c'est comme si tu allais montrer à un paysan du XVIIIe siècle des notions scientifiques dont il n'a jamais entendu parler, qui pour lui sont de la magie, tu Ouais. vois. Et ça, c'est génial. Et celui-là, en particulier, La Providence, La Providence. exceptionnel. S'il devait être adapté au cinéma, il serait adapté par Christopher Gans. Donc. J'espère, ouais. Et non, franchement, c'est un artiste qui est hyper complet. Et il raconte bien ses histoires. Il a un style graphique qui est inimitable, qui est réaliste, synthétique à la fois, une approche des couleurs qui est géniale, des angles de vue de dessin. Mon père, qui est dessinateur de BD, il m'a toujours cité ce mec en référence. Et moi, je l'ai pris moi-même en référence pour beaucoup de choses. Si tu veux dessiner de l'eau, si tu veux dessiner des pieds, si tu veux dessiner des angles de 3/4 un peu originaux, c'est dans ces BD qu'on va regarder. Ok, cool. Putain, ça fait déjà 2 trucs à se souvenir. Ah, ça fait On va vous longtemps. mettre tout ça en... On va en Oui, dépenser parce des que sous là. regarde, Lucky Luke, moi je me le note, hein, Lucky Luke. Et puis, par contre, j'ai oublié, tu vois, moi j'ai déjà... Providence. Non, pas Providence. La Qui longue marche de Lucky. Mathieu Bonhomme. Mathieu Bonhomme. Mathieu Bonhomme. Retenez ce nom parce que ce mec, c'est un futur très très grand nom de la BD. Il a quel âge, Mathieu Bonhomme? Il doit avoir tout juste la cinquantaine, je pense. Et tout jeune. C'est un tout jeune. Et- Je t'emmerde. Bah pour moi aussi, hein. Mais ouais, non, ce mec commence depuis 4-5 ans à tout juste avoir la reconnaissance qu'il mérite, mais je pense qu'il va vraiment devenir un auteur culte de la BD d'ici quelques années. Et ce serait mérité, parce qu'il a un talent fou. Ça t'a jamais donné envie, toi, de faire de la BD? Non, pas tellement, bizarrement. Non, mais bizarrement, pas tellement, et je saurais pas expliquer pourquoi. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé dessiner des paysages, parce que je suis nul pour dessiner les personnages aussi, hein. Mais je sais pas, quand tu baignes un peu dans ce milieu-là, c'est ce que je disais à mon père notamment, c'est comme quand t'es cuisinier, t'as pas envie de manger ce que tu cuisines à chaque fois, tu sais, tu le fais tellement
Bah là, c'est pareil. Tu vois, tu connais toutes les étapes de fabrication, tu vois comment ça fonctionne. Mais non, je sais pas, c'est jamais quelque chose qui m'a attiré. J'aime bien être spectateur. Et, et, et encore, ça dépend du style. Je suis pas un lecteur féru de BD, je ne lis pas tout ce qui sort. J'ai mes auteurs préférés et puis c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Mais ouais, C'est déjà pas mal. mais c'est génial de pouvoir côtoyer ce processus tous les jours, quoi. C'est génial de voir les planches qui se font, de voir l'ancrage, de voir les couleurs, c'est incroyable. C'est comme dans les coulisses d'un film. Ouais, c'est ça. Merci Tristan pour ces pistes de BD intéressantes. Et si on parlait cinéma un peu? Ok. Je sais, t'aimes bien. Moi, je suis fan de Ça, c'est ton truc, toi. Dis donc, tu fais quoi d'homme, toi? Qui C'est es-tu? vrai. Ah bah, moi, je suis une star de cinéma. Quoi? On m'a caché ça! Toutes ces années! Ah ouais, c'est, Tu fais quoi? Tu travailles dans le cinéma un petit peu quand même. J'aimerais tellement, mais non. Ah, la télé alors. Ouais, le cinéma du pauvre. Ouais. Ah, je connais, hein. Faut arrêter de se déprécier comme ça. Oui, bon, en même temps, je suis conscient que c'est pas ce que je voulais faire, donc c'est pas grave, hein, mais c'est bien aussi, quoi. C'est bien Bah, aussi. pourquoi tu voulais faire quoi? Star Ah, du cinéma? Alors, réalisateur. Réalisateur. Bah, Réalisateur. tu fais de la réal quand même. Là, aujourd'hui, pas. Non, pas aujourd'hui. En Là, je général. délègue ça à mon fils Bah oui. derrière les Je- manettes. Mais oui, non, c'est l'intérêt de. Je vais voir le verre à moitié plein. Hein? Je suis réalisateur de télé. Bon, il y a un peu moins de boulot en ce moment. Alors, je me suis dit, on va faire une émission, on va parler culture, hein. Ouais, c'est bien. Et de ce fait, bah, au moins, on peut se le permettre. On se le Ouais. fait avec mes compétences. Exactement. Bon, bah, voilà. C'est pas mal. Avec mes petites compétences. Mais voilà, moi, je suis plutôt fan de cinéma. Je regarde beaucoup de films. Je fais déjà un podcast cinéma avec des amis new-yorkais. Qu'on peut écouter à quel endroit? Alors, il n'est pas encore diffusé. Ah. On est déjà au Tu donnes 4e. envie, mais tu... Alors, ça va venir bientôt, mais il faut parler anglais parce que c'est que en anglais. Et on a déjà fait 4 épisodes, mais c'est pas moi qui dirige la diffusion. Donc, Ou sur YouTube? ça sera. Non, je crois que ça sera sur. Enfin, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. C'est mon pote Mike Croft, si tu m'entends. Mike, si tu m'entends. Dédicace. Il serait temps de le mettre online, hein, ces podcasts. Voilà. Bref, c'est pas le. Du coup, on va parler cinéma en français. Donc on va parler, et c'est un peu pour ça aussi, je me dis, je vais pouvoir La enfin vengeance. parler en français de films que j'aime. Ok. Allez, alors. Alors on va parler du dernier film de Gus Van Sant, La corde au cou. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'en ai entendu parler, oui. Il Avec fait- le fils Skarsgård, c'est ça? C'est ça. Je les adore, ceux-là. Ouais. J'avoue, moi je suis pas un hyper grand fan de Gus Van Sant. J'avais adoré, évidemment, quand j'avais 18-20 ans, Drugstore Cowboy et My Own Private Idaho. Idaho. Je crois que c'était surtout pour River Phoenix. Ouais, tout le monde. Tout le monde, hein. Ouais. Les hommes comme les femmes. Tout hein. le monde. Oui, mais tout le monde d'accord, ouais. Bref, j'avais adoré ces 2 premiers films. Et j'avoue, j'avais vu Prêt à tout avec Nicole Kidman, que j'adorais. Mais j'avais détesté ce film. Et ce qui est marrant, c'est vraiment une analogie entre ces 2 films, entre La corde au cou et Prêt à tout, parce que c'est 2 histoires qui sont inspirées de faits divers réels. Et là, La corde au cou, c'est un mec qui a investi de l'argent, qui voulait monter un big mall américain pour un centre commercial et qui n'y arrive pas et qui du coup est pris à la gorge par celui qui lui a prêté de l'argent, son banquier en fait. Et il va kidnapper son banquier, mais manque de bol, son banquier il est en vacances. Donc il kidnappe le fils du banquier. Et il lui accroche une corde, enfin un bout de fil de fer avec un fusil qui s'accroche à lui aussi au cou. Donc ça veut dire que si quelqu'un tue le mec qui tient le fusil, C'est fini. c'est fini aussi pour le mec qui est derrière le fusil, tu vois. Ah ouais, quand même. Donc c'est un peu violent, C'est radical, ouais. c'est très radical. Et ce que je trouve intéressant dans ce film, alors d'abord on est happé parce que ça commence, il est malin. Gus Van Sant, hein. Ah bon? À 73 ans, il est encore très très malin. Il nous accroche avec une super musique de Barry White.
Et tout le long, la musique, quand c'est pas des grands standards de Donna Summer ou Barry White, c'est Danny Elfman qui fait la musique. Ça Donc, va. incroyable. C'est assez extraordinaire. En tout cas, il a trouvé le bon moyen de nous prendre par la main pour suivre cette folie de bout en bout. Et là où il est encore plus malin, c'est qu'il prend Bill Skarsgård pour le rôle principal. Et là, tu peux être que sous le charme du personnage. C'est assez impressionnant, mais c'est un biais en fait. C'est un putain de biais. Parce qu'en fait, la réalité... Alors, c'est difficile de parler de ce film sans spoiler. Donc, je vais pas vous donner d'informations qui pourraient mettre en péril l'histoire, mais voilà, l'histoire, moi, je la connaissais. Et j'avoue que quand j'ai commencé à regarder le film, je me suis dit, mais attends, c'est la même histoire ou c'est pas la même histoire? Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est du point de vue du preneur d'otages. Ouais. Donc c'est un point de vue quand même un peu problématique. Moralement, c'est un peu bizarre. Et on finit par croire absolument tout ce qu'il dit. Et on le suit. Et moi, j'ai de la peine pour le pauvre fils de banquier qui se faisait martyriser. Alors, martyriser parce qu'il a le fusil au bout de son cou, tu vois, mais il n'est pas totalement... il joue pas... C'est pas un monstre. Enfin, c'est un monstre, si, par ce qu'il est en train de faire, mais il n'est pas dénué d'humanité. Il n'est pas dénué d'humanité. Ce qui rend encore la morale un peu plus douteuse, parce qu'on sait plus on sait plus si on doit aimer le preneur de... valider ce qu'il est en train de faire ou pas. Voilà, c'est hyper dérangeant, Et je me souviens de Prêt à tout, et j'étais déjà hyper dérangé par le fait que cette femme, elle voulait être... je sais pas si vous vous souvenez de ce film. Depuis tout à l'heure que t'en parles, je me dis, mais c'est quoi ça? Prêt à tout, c'est Nicole Kidman qui est présentatrice de météo, mais qui veut devenir une grande reporter. Ouais. Et son mari n'est pas trop d'accord. Et du coup, elle se débarrasse de son mari? Alors, elle se débarrasse pas de son mari directement. Elle trouve des jeunes qu'elle aguiche pour qu'ils tuent son mari. Ah oui, ça D'accord. revient à ce que je disais. Pareil, moralement, oui, Moralement, c'est on aussi est assez moyen. c'est C'est très, merdique. très moyen. Plus Vous dites ça merdique parce que que c'est ça. un mari, si c'était une femme, vous auriez dit bon. Tout de suite. Bah oui. Mais Bill Skarsgård, ça me fait penser à une série qu'il avait faite sur les plateformes sur l'invention du syndrome de Stockholm. Il avait joué un braqueur qui braquait un paquet de banque en Suède, et on se présente du point de vue du braqueur et on le rend sympathique, alors que pareil, moralement, Ouais, moralement, c'est exactement ça. Le mec était Mais à mon avis, c'est pour ça qu'il l'a choisi. Parce que Skarsgård, il est suédois à la base. Hein, Bah, il c'est est... ça, ouais. Et puis il dégage autant de sympathie qu'il a un air de fou. Il a un physique qui est assez atypique, et du coup moi c'est ça que j'aime bien chez cet acteur, c'est qu'il peut jouer autant les tarés que les mecs gentils. Et, non, ça a l'air pas mal. Enfin bref, toute l'histoire est de ce point de vue-là, du point de vue du preneur d'otages. Et il y a une séquence incroyable avec le père, donc le père du pauvre jeune homme qui s'est fait braquer. Et il est joué par Al Pacino. Alors, je vous conseille de le voir en VO. Hein. J'ai été le voir en VO, mais je vous conseille de le voir en VO parce que, en fait, le père Al Pacino, là, il joue un gros enculé. Et en fait, tu te dis, bah, il a raison de le prendre en otage. Tu vois? Non, mais alors, la vraie question, on sait, le point de vue d'une fiction, tu vois, c'est que ça reste une fiction. Même si c'est tiré d'un fait réel, hein, un fait divers réel. Là, en l'occurrence, là où il nous fait basculer sur l'envie d'être totalement pour... comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Tony Kiritsis, le preneur d'otages. Okay. Et là, du coup, quand tu entends le père, même le fils, il entend parler le père, et il se dit, mais en fait, je vais mourir là. Ouais, j'ai aucune chance. Il le dit pas, mais ouais. tu vois dans son... Je n'ai pas noté le nom de l'acteur, mais l'acteur qui joue le fils, il est aussi incroyable que Bill Skarsgård. Parce que franchement...
Tu le vois, il se décompose, il Ah a ouais, son... c'est pas mal. Attends, Bill Skarsgård, Al Pacino. Il nous manque celui du milieu, donc. Ouais, mais c'est pas un acteur très très connu, mais en tout cas, il joue super bien, quoi. Ok. J'avoue, il fait partie de ces films où tu adores le film, mais tu peux pas dire que tu adores le film. Parce que tu te sens mal. moralement, c'est un peu inacceptable. Moralement, c'est un peu inacceptable. Et je vous raconterai pas la fin parce que Non. mais de toute façon, c'est une histoire connue. Mais je vous raconte pas la fin parce qu'il Ah, c'est y a, ça que il y a tu une disais. problématique. Il y a une problématique. D'accord. Mais à voir parce que la séquence Al Pacino, elle est incroyable. Vraiment. Ok. Je vous la conseille. Mais à voir en VO. À voir en VO, absolument. Puis surtout qu'il est rare, Al Pacino, donc ça fait du bien de le voir maintenant. Ouais, mais il commence à être un peu vieux. Bah, c'est surtout ça. Ah, Non, mais c'est pour poilounet. ça. C'est pour ça. Un petit poil décrépit, le Pacino. Un petit poil décrépit. J'ai beaucoup aimé Al Pacino dernièrement dans une série qui a déjà quelques temps maintenant, s'appelle Hunters, les chasseurs. Ouais. Et j'ai bien aimé voir Al Pacino arriver dans cette série. Je me suis dit, hey! Et il y va. Hein. Alors, je sais pas, elle a quelques années maintenant, j'imagine, cette série, mais c'est pour dire qu'on voit encore un petit peu Al Pacino, mais il est un petit peu vieux, effectivement. C'est vrai. Mais là, il joue très très bien le gros enfoiré de Ouais. prêteur d'argent sans scrupule qui dit mais j'ai pas à me justifier. Je m'en fous. Vous avez perdu tout votre argent? Mais c'est pas mon problème. Ouais. Et t'as le fils qui coûte là, il se dit mais putain, je vais mourir ici. C'est pas possible. Ça, c'est mon père, ok. Ouais, voilà. Ok. Donc voilà, je suis pas d'habitude pas trop fan de Gus Van Sant, mais là le film est vraiment incroyable, puis surtout musicalement, il nous prend par la main, puis tout du long du film, il y a un présentateur noir de radiophonique qui fait des annonces, qui À passe l'ancienne. à l'ancienne, Ah, j'adore. façon années 70. Et c'est vachement bien, c'est vachement bien. Alors j'ai lu des critiques qui parlaient du côté médiatique, mais ça m'a pas sauté aux yeux et j'avoue que c'est pas ça qui me dérange le plus en fait. À cause que ce soit un fait divers. Mais en fait, ce fait divers, parce que ce qui est marrant, c'est qu'à la fin du film, donc une fois que le film est terminé, pendant le générique de fin, tu vois les vraies images. Ah, pas mal. Tu vois les vraies images. Et puis, Gus Van Sant, il s'est donné comme objectif de prendre le même type de cadrage que ce qui a été fait par la télévision. Ah ouais. Donc ça donne un côté un peu, un peu identique, mais revu, quoi. Ouais. Alors, ça essaye de légitimer un peu Ouais. son propos. Sauf que le Tony Kiritsis, là, le vrai, il n'est pas aussi beau que, Ah ouais. que Bill Skarsgård. Ah Les bah jeunes non. acteurs sont souvent assez. Bah, c'est pour encore plus amener, je pense, à une sympathie du type, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est La exactement. bonhomie du Ouais. comédien que tu vas prendre, c'est pour Sauf que quand tu faire regardes avaler la pilule. Ouais, mais sauf que quand tu regardes le générique de fin, tu dis mais attends, c'est lui le ah ouais. Attends, c'est pas tout à fait le même là. Là le Bill là, il a une petite moustache façon Village People, je veux dire. Ah ouais. Tu sens que Gus Van Sant, il a un peu craqué pour lui. Donc voilà, je vous le conseille Bah, avec fortement. plaisir. À voir absolument, à voir absolument. Moi, j'ai vu très récemment le biopic sur Michael Jackson. Ah, bah tiens. Intéressant, ça. Voilà, c'était quand même un film événement aussi, pareil, parce qu'on attendait depuis longtemps. On nous avait fait une campagne marketing vachement bien rodée pour nous vendre le film. Et moi qui ne suis pas fan du genre C'est biopic, ce que j'allais te demander. le Non, puis surtout, est-ce que tu es fan de Michael Jackson? Michael Jackson, j'aime bien. Ok. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un artiste assez unique, mine de rien. Mais je suis pas un fan absolu. Donc je suis allé voir ça de manière assez objective, mine de rien. Et puis en plus, les biopics, j'avais pas forcément apprécié Bohemian Rhapsody ou Rocketman, pour citer les deux principaux de ces dernières années sur les artistes musicaux, même si j'adore Elton John, j'aime bien Freddie Mercury. Et donc je venais avec un petit a priori quand même, de me dire qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire. La réal, Antoine Fuqua, j'aime bien ce mec. Et puis ce que je trouve génial, c'est qu'il touche à tout. Il a fait des films policiers, des thrillers, des films d'action tout simples. Et donc je trouve ça vraiment bien que maintenant ils se mettent à ça. Et il faut dire que malgré une histoire assez simple, où on suit son début de carrière jusqu'en 1988, putain, ça donne envie de danser, quoi. Oh là là, déjà la ressemblance entre Jafar Jackson, son neveu, neveu, ouais. et lui à travers le maquillage, elle est
confondante, c'est un truc de malade. Tu parlais de la ressemblance il y a 2 minutes avec Bill Skarsgård, la ressemblance, elle est incroyable. Et il ne se manque pas de te le montrer à travers des gros plans et tout ça. Et puis, tout le travail chorégraphique, tout le travail musical est vraiment génial. C'est vraiment un film à voir au ciné. Si tu aimes Michael Jackson, c'est sûr que tu vas aimer parce que le travail musical est vraiment génial. Et tu peux pas t'empêcher de taper du pied pendant le film, quoi, que tu aimes ou pas. Et moi, c'est une expérience ciné que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Même si certaines critiques auraient pu dire qu'on évite soigneusement les passages sujets, judiciaires. Pas rigolo. On sent qu'il a fait ce film-là pour qu'il contente tout le monde. Et donc, voilà, on peut lui reprocher un manque de prise de risque, peut-être. Mais sur la présentation de l'artiste en lui-même et de son talent, de ses chansons, mine de rien, c'est vachement bien fait, quoi. Donc je pourrais conseiller de le voir, et surtout au ciné, parce que là, dans ce film-là, le son est aussi important que l'image. Et je trouve que ça vaut vraiment pour le son ciné, ça te prend au trip, quoi. C'est cool, hein. Donc, Ouais, c'est cool. ça m'a bien plu. Peut-être la version, la version où on parlera des problèmes judiciaires liés à Michael Jackson, ce sera pour la version Michael Jackson 2. Peut-être plus tard, ouais, on va peut-être faire une suite, hein, mais... Parce que là, il s'arrête en quoi? En 88? 88, ouais. Ah, donc on peut en faire un autre, hein. Tu peux peut-être même en faire deux, hein. C'est vrai qu'il a une carrière qui est tellement longue, lui. Mais on sent qu'ils ont soigneusement évité les écueils, donc ça peut faire un peu trop policé pour certaines personnes. C'est le problème de beaucoup de... T'as cité Rocketman et puis Bohemian Rhapsody. C'est quand même... C'est pas loin de la réalité, mais c'est un peu édulcoré, quoi. C'est ça. On montre pas les trucs trop trash, on montre pas... C'est ce qui a été reproché d'ailleurs et à Rocketman et à Bohemian Rhapsody. Ouais. C'est-à-dire que pour parfois comprendre la torture que certains artistes, comment ils vont la transmettre, justement, il faut comprendre pourquoi ils l'ont. Et le problème de ces biopics, c'est qu'ils sont très édulcorés. Moi, j'avais bien aimé Ray, sur Ray Charles. Ouais. Parce que je trouvais que justement, il y avait tout. C'est avec Jamie Foxx, hein. Ouais. Qui jouait extrêmement bien. avait eu l'Oscar. L'image est magnifique. Ouais. Le son, magnifique. Et on a vraiment tout. C'est-à-dire qu'on a les côtés trash, on a les côtés pas sympas de Ray Charles, on a les côtés, les gens qu'il a rencontrés, et je trouve que ça se déroule comme ça sur un nombre d'années. Et moi, j'aime bien les biopics musicaux, parce que voilà, j'aime bien les musiciens, voilà. Forcément. Mais ça, par exemple, moi, j'ai vraiment plus aimé que Rocketman et que Bohemian Rhapsody, et je suis hyper fan de Freddie Mercury. Et que, tu vois, Michael Jackson, je sais pas si j'irai le voir. Peut-être je le verrai sur une plateforme plus tard, mais j'irai peut-être pas au cinéma pour. Je comprends l'approche, oui, c'est vrai. Moi, c'était pour l'approche danse et vraiment musique. C'est vrai, Ouais. moi, j'adore l'expérience cinéma pour ça, parce que c'est vraiment incomparable. Et là, elle est vraiment bien mise à profit. C'est ça que j'ai apprécié. Après, pour le côté policier, je suis assez d'accord. Moi, j'avais adoré le biopic sur le groupe de hard rock Motley Crue, Ah oui qui était sorti sur Netflix. Oui, je l'ai vu, il était très très bon. Et il était super ce Ah film, ouais. parce que justement, il est trash. On te Génial. montre tous les côtés de l'artiste. Là, c'est vrai qu'on évite l'écueil judiciaire. On évite un peu tout, hein. On On évite le plus grave, en Voilà, fait. on va éviter les sujets les plus graves, mais on va axer l'histoire sur la relation de Michael avec son père, sur son émancipation en tant qu'adulte, parce qu'on sait que ça a été un gros problème dans sa vie aussi. Et Mais c'est peut-être, s'il est devenu comme ça, c'est peut-être justement à cause de son père. puis voilà, il y a plein. C'est ça la réalité. Mais on le saura jamais, du coup. C'est ça, mais- on sort non. jamais vraiment. Mais on part de ce point de vue-là, de son émancipation, de la manière du fait qu'il n'ait pas eu d'enfance, mine de rien, et on le décrit assez bien dans le film. Mais non, franchement, si vous aimez bien Michael Jackson, si vous aimez ses titres et si vous avez envie de ressentir sa présence, je trouve que son neveu remplit le rôle à 100%, quoi.
Bah, tu m'as donné envie de le voir. Et je conseille à tout le monde d'aller voir les films au cinéma. Au cinéma, Au fais pas cinéma. comme moi. Le cinéma, c'est hyper important. Non, c'est super important. Bah, d'abord parce que sinon, on n'aura plus que des trucs qui sont faits par des gens pour Netflix, par Netflix, via Netflix. Alors, c'est cool Netflix, hein. Je suis pas en train de cracher dans la soupe, mais il n'y a pas que Netflix, quoi. Voilà, donc Non, il y a aussi il faut aller au cinéma. Amazon Prime, Disney. Je crois que c'est sur Amazon que j'ai vu le plus de films où, au bout d'1 minute 30, j'arrête parce que c'est tellement nul que je peux pas aller jusqu'au bout. C'est la chaîne que je regarde le moins des 3. Moi, j'aime bien regarder justement parce qu'ils ont un paquet de aucun rapport avec mes Catalogue. Jackson. Ils ont un catalogue de films de merde, mais qui sont faits exprès. Les vieux Ouais. films que tu voyais sur les chaînes télé à 14h avec des requins, là, moi ça j'adore. Et que ce soit les pires nanars, les pires nanars du monde, moi justement j'aime bien regarder sur Amazon. Maintenant, c'est que pour regarder ce genre de trucs que j'utilise les plateformes. Mais le ciné, c'est comme les concerts. Je veux dire, tu peux. Quand t'écoutes un truc avec tes écouteurs, que tu vas voir un concert, putain, c'est une expérience qui est tellement différente. Bah, le cinéma, c'est pareil. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, on peut se permettre de se dire, je vais essayer d'aller voir que ce qui m'intéresse vraiment au cinéma. Et je repousse à plus loin le truc potentiellement merdique pour lequel j'ai pas envie de mettre 10 balles pour aller voir un film. Moi, je mets 10 balles. Bon, déjà, je mets pas 11 balles au cinéma. Vous ne connaîtrez pas ma technique. Je vous la donnerai pas. C'est mon mari qui me l'offre. Parce qu'il est grand fan de cinéma. Et moi, je vais au cinéma soit pour voir une suite d'un truc que j'attends. Donc, il faut vraiment que je le voie. Mais après, comme je suis quelqu'un de patient, je peux digérer la pilule et puis attendre. Ouais. Et sinon, je vais parce que je vais voir un truc qui, pour moi, doit se voir sur grand écran. Si c'est pour voir un film français, un peu une histoire un peu à la con, urbaine, voilà, j'irai pas. Alors, je vais te conseiller un film français. Ah, C'est con, tu vas attendre qu'il merde. passe Ah sur bah le ouais. canal. désolé, j'avais déjà 11 €, excusez-moi mes petits chéris, mais où va-t-on s'arrêter? Bah, faut prendre une carte d'abonnement. Non, faut avoir un mari. Bah, c'est plus difficile pour nous. Enfin bref, je vais vous parler de la poupée de Sophie Beaulieu. Ah, alors ça, j'en ai entendu parler. Il faut voir la bande-annonce. Déjà, la bande-annonce, Ouais, je l'ai vue. elle est extraordinaire. Mm. Ça t'a pas donné envie? Si, j'avoue que ça m'a donné un petit peu envie. Mais j'aime bien le casting aussi. Ouais. Alors, Vincent McCain, Ouais, moi, il m'a rappelé quand il jouait dans Le Sens de la fête, ouais, Ouais. le prof dépressif. ouais. Et c'est marrant parce que c'est exactement le même personnage. Alors, c'est pas un prof Ah ouais. dépressif, mais c'est un mec dépressif. Il s'est Et- bien les jouer. Et McCain, il le porte sur lui, quoi. C'est vrai. Il est fait pour ce genre Il de est rôle, fait ouais. pour ce rôle, quoi. Il est fait pour ce rôle. Et donc, c'est l'histoire d'un mec qui s'est fait quitter par sa femme. Enfin, on ne sait pas trop s'il a été marié ou pas. Enfin, bref, il s'est fait quitter par sa concubine et il a eu du mal à s'en remettre. Et finalement, il a pris, alors pas une poupée gonflable, il a pris une poupée de cire pour vivre avec. Mais c'est aussi un objet sexuel, visiblement, hein, parce qu'on le comprend plus tard dans le Une film. poupée de cire, c'est costaud quand même. Ah, c'est une vraie lourd. poupée. C'est un truc assez lourd. Enfin, mais ça existe vraiment, apparemment. D'accord. Visiblement, je crois que la réalisatrice Sophie Beaulieu s'est inspirée d'un sujet, d'un reportage qu'elle avait vu sur des poupées de cire que les gens prenaient pour se remettre d'une Ah ouais. relation Je crois amoureuse. qu'ils faisaient en silicone, moi, en espèce de mousse, de truc. Non, alors, je ne sais pas en quoi c'est fait précisément. Tu vois? J'ai pas eu cette expérience C'est encore. pas renseigné, ouais. On s'est pas renseigné plus. Ok. Mais bon, bref, il a pris une poupée de cire pour compenser Pallier. son manque. Mm. Et un jour, cette poupée de cire, elle prend vie. Mmh, D'accord. J'adore. Ça, là, tu m'as intéressé tout de suite. Là. Non, mais c'est génial cette incursion du fantastique un peu dans le. Ouais, non, mais ce qui est passionnant, c'est que, alors je me souviens plus du timing, mais je crois que le soir même, la poupée de cire prend vie, mais dans la journée, alors en plus d'avoir une vie de merde, il a un job de merde, il vend Ah, des merde. pelouses synthétiques. Oh, choupi. C'est- Non. Qu'est-ce que t'as contre les gens qui vendent des pelouses synthétiques? C'est un super travail. Pardon à tous les gens qui vendent des pelouses synthétiques. On s'excuse, hein. C'est pas une vie de merde, c'est pas vrai. C'est bizarre, La quoi. société qui s'appelle Gazonzon, J'ai c'est rien comme dit. une prison, J'ai rien mais dit. avec du Ah, gazon. Gazonzon. Oh. J'ai vu le générique à la fin et j'ai vu que c'était que
elle avait participé à la Fémis au module scénario, et j'ai l'impression qu'elle a écrit le scénario de ce film à la Fémis pendant son cours. Et franchement, c'est super bien. Le scénario est vraiment à la hauteur du film. Et il y a plein de petites idées comme ça. Et donc ce McCain, non seulement il a une vie de merde, mais en plus il a un job de merde. Et à son job, le jour même, donc, il a un collègue de boulot qui part parce qu'il est en congé paternité. Ok. Et il est remplacé par Cécile de France, qui a une coupe de cheveux monstrueuse avec des bouclettes incroyables. ouais. Un truc un peu 70s, tu vois. Pas comme toi. Hein. Ouais, j'allais dire, t'as quoi contre les bouquets? On va se battre. Hein. Enfin bref, Ça fait beaucoup les gens qui bossent dans le gazon et les gens qui ont des boucles. je vais me faire plein Je peux d'amis. pas te Je m'en pas de défendre gazon. contre tout le monde, hein, tu le sais. Hein. Tu veux pas faire rempart contre Tristan. Si, je vais le faire, ça, je sais, mais bon. Donc du coup, Cécile de France. le jour même, il voit Cécile de France, et honnêtement, il joue tellement bien, Vincent Mayquette, qu'on comprend tout de suite qu'il tombe sous le charme Ouais. de Cécile de France. Et comme pour Le taclé. le tacler, quand il rentre le soir, sa poupée, elle prend vie. Super. Et sa poupée, c'est une bombasse. Ah ouais. C'est une bombasse, quoi. Pas mal. Et là, tu te dis, waouh, le scénario, là, ça part un peu, tu te dis, comment il va s'en sortir. Déjà, il a un peu du mal à comprendre qu'elle a pris vie comme ça, et puis surtout, il supporte pas l'idée, quoi. Il supporte pas l'idée. Ah ouais. Et il est toujours, et on comprend qu'il est vraiment amoureux de Cécile de France, et il va tout faire pour, comme dans Le Sens de la Fête, il arrive pas à parler aux gens, en fait. Ah ouais. C'est assez, ouais, miskin, exactement. Ah. Je vous le conseille vraiment, c'est juste pour Vincent Mayquette déjà, c'est juste incroyable. Et puis aussi, il y a cette poupée, il y a une histoire dans l'histoire, il y a cette poupée qui prend vie, mais qui prend vie comme une poupée. Elle sait qu'elle est une poupée, elle sait qu'elle est là pour faire plaisir à son mari d'humain, et elle s'émancipe pas. Et en fait, elle rencontre la sœur de Vincent Mayquette, qui est un peu une féministe, un peu qui est pas genrée, qui limite voudrait qu'on l'appelle Yel, tu vois, Ouais. et elle va s'attacher à elle. Elle va oui, s'attacher à elle. c'est mignon. Et il y a une espèce d'émancipation de la poupée, c'est Ce marrant. petit côté SF encore, une fois de plus. Ouais. Ça me fait penser, en film français, il n'y en a pas souvent. Mais ce film-là, franchement, et tu disais pour Mathieu Bonhomme, c'est l'avenir. Bon, il a 50 balais passés. Mais je pense que Sophie Beaulieu, alors j'ai pas trouvé grand-chose sur elle, mais je pense qu'elle a moins de 30 ans. Et je pense qu'elle a un avenir de malade pour la suite, parce que franchement, ce film est incroyable. Et donc, c'est son premier film. Et c'est son premier film, ouais. Stylé. Quand tu racontes le synopsis, ça me fait penser à un autre film qui n'a rien à voir. Vous allez voir, ça ne veut rien dire. Là où je vais, ça ne veut rien dire. Ce côté un peu fantastique, tu sais, qui fait briller le truc. J'avais bien aimé, moi, La personne aux deux personnes. Tu te souviens de ce film? Non, je me sais. Tu Donc- connais pas La personne aux deux personnes? Non, ça me dit rien du tout. C'est un film avec Daniel Auteuil et Alain Chabat. Putain, je connais pas du tout. Hein. Mais c'est génial, il faut que vous voyez. Alors, je sais pas de quelle année c'est ce truc-là. Hein. Ok. Je pense 2000, entre 2000 et 2010 peut-être. Peut-être je me trompe, hein, j'ai toujours beaucoup de mal avec les dates. La C'est personne aux l'histoire- deux personnes. La personne aux deux personnes. Ah non, c'est génial. Alors, j'essaye de me souvenir et de concentrer. C'est l'histoire d'un mec qui a une vie de merde. Enfin, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui venaient, tu vois. Donc il a une vie de merde, je sais plus dans quoi il travaille, dans un bureau, c'est horrible. Il est seul, il vit seul dans un petit appartement, pas avec maman pour le coup. Il met des maillots de corps. Tu vois, un peu le genre, il a la mèche comme ça, Daniel Auteuil, tu vois, dans son côté pas beau gosse du tout, vraiment. Et les vieilles lunettes comme ça, un peu aviateur, mais vraiment à l'ancienne. Et d'un autre côté, on a Alain Chabat, star dans les années 80, qui avait fait un tube complètement incroyable, génial, beauf à mort, enfin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il veut revenir Alain Chabat sur le devant, vu que c'est la mode
des trucs des années 80 qui reviennent, des trucs des années 90 qui reviennent et 2000 qui reviennent. C'est là que je me trompe. Il y a un des deux qui va shooter l'autre en voiture. Et là, va se passer un truc. Dans la tête de Daniel Auteuil, il va y avoir Alain Chabat. Ok, d'accord, donc ils échangent de vie, quoi. Non, Alain Chabat, genre, décède ou est dans le coma, mais son esprit est rentré dans Daniel Ils sont Auteuil. ils sont les deux dans la même personne. Personne ou deux personnes, exact. Et donc, Alain Chabat, qui n'a pas l'habitude d'être dans ce corps de loser, il est quand même un loser aussi, hein. Parce qu'il y a À sa Hugo façon. Flandre, ouais. Mais lui, il se voit Bah, stylé, on est tu toujours vois. le beauf de Bah quelqu'un. oui. Et là, il est dans ce pauvre Daniel Auteuil qui a vraiment une vie De merde. de merde, mais tellement. Et donc il va vouloir lui faire des trucs pour lui, bosser pour Alain Chabat. Donc il veut qu'il aille voir des gens pour dire qu'il a encore en vie à l'intérieur de Daniel Auteuil. Mais qui va croire un truc pareil qui n'est totalement pas crédible? Et donc c'est pas mal. Ok. La personne aux deux personnes. Comme quoi, il y a de la SF française qui tient la route. Bah, Qui tient franchement, la je trouvais route. ça vachement bien comme. Bah, ça me fait penser. Ouais, c'est clair. Ça me fait penser. On en avait parlé l'autre jour d'une série sur TF1. J'avoue que je suis pas un grand fan de TF1 à la base, mais Flashback avec Michael Youn. Alors j'en ai entendu parler, je l'ai pas vu. Je me suis bien marré quand même. Ah ouais. C'est à voir. Disons que c'est une série policière et j'avoue que les enquêtes me plaisent moyen. Mais l'histoire qui est racontée en filigrane est très intéressante. C'est une fille qui, dans la saison 1, elle remonte le temps parce que son père est mort, je crois. Et pendant une enquête, dans le premier épisode, à la fin de l'épisode, elle se fait tirer dessus. Et elle se fait tirer dessus dans un magasin de montres. Et par un coup On ne du sait sort, pas. par un coup du sort, une espèce de magie qu'on nous explique pas forcément, elle remonte dans le temps 30 ans en arrière et elle va se donner pour mission de sauver son père qui est mort 30 ans plus tôt aux mains d'un criminel. Et ça, pareil, cette incursion de la SF dans le quotidien, c'est vrai que moi c'est pareil, les trucs TF1 d'enquête, c'est assez classique, on en a vu 15 000, et là d'ajouter cette dimension de voyage dans le temps avec des références à Retour. Le premier épisode est incroyable parce que c'est j'adore Retour vers le futur. Ah bah moi j'adore Retour vers le futur. Eh ben tu regardes le premier Je suis épisode. méga fan moi. Eh ben regarde le premier épisode, tu verras. Et franchement, ouais, on sent qu'ils ont pris ça comme exemple, qu'ils adoraient, et bah mine de rien, tout cet aspect retour dans le temps, tu retournes dans les années 90. Où les enquêtes qui vont se faire dans les années 90 sont faites que par des mecs qui sont des beaufs, qui sont misogynes, qui sont tout ce que tu veux. Donc c'est une espèce de mise en abîme aussi de l'évolution des mentalités. Et puis bah, les acteurs, moi pareil, hein, Michael Youn, à part Fatal, j'avais un peu de mal. Et bah là, il est pas mal. Ouais. Et l'actrice Constance Gay, elle est bien aussi. Et la relation entre les personnages est vachement bien tu vois construite au fur et à mesure. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'y attend peut-être pas forcément, mais voilà, tout cet aspect science-fiction. J'avoue que j'aurais pas mis un copec sur un film, Sur ça. une série de fiction TF1 surtout. Et comme quoi. HPI, c'est pas TF1 aussi? Si, mais alors j'avoue que je suis pas T'es pas fan. très J'ai HPI. pas trop Je aimé. trouvais ça pas mal, moi. Bah, je suis pas public, je vous l'ai dit. Non, moi, ça me fait penser à un autre truc. Rien à voir, mais pareil, je vais pas m'étaler dessus, ce sera pour une autre fois. Et ben, en plus, ça va pas aller très loin, puisque j'ai oublié le titre. Mais c'est une série avec Pio Marmaille, où il joue un mec dans un espèce d'ancien temps. Un ancien temps, je sais pas, c'est un espèce de un ancien temps moyenâgeux. Alors c'est une série Netflix. Ouais. Et moi, j'ai bien aimé. M'a bien fait rire aussi. Ouais, et j'ai trouvé bien faite. Alors que normalement, moi, je regarde plutôt des trucs comme Game of Thrones, des trucs plus, avec plus de moyens, on va Gros dire. budget, Ouais. Et ben, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Puis pareil, j'aime bien ces comédiens, quoi. Donc, Flashback, moi je trouve que c'est bien produit aussi. Ouais, Donc, non, il y a un travail. moi, je vais les regarder alors. Il y a un travail sur J'étais pas sûre. l'image notamment qui change un petit peu, qui est Ouais. c'est un peu plus chiadé. Et puis quand tu combines ça, des enquêtes assez convenues, hein, qui sont juste une excuse pour faire avancer l'histoire sous-jacente, Ouais.
Mais tout cumulé entre les acteurs, des personnages secondaires qui, mine de rien, sont sympas, et puis une image bien travaillée, bah, ça donne un truc que tu as envie de regarder. Donc, ouais, moi je le conseillerais bien aussi, ça. Allez, j'avais un doute, moi, hein, je vous le dis, hein, je me sentais pas de vous regarder ça. Eh ben, tu vois. Est-ce qu'on va donner envie à tous ces gens qui nous regardent d'aller les voir? On compte sur vous pour nous dire si on vous a donné envie d'y aller. Ouais. Et puis surtout, si si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, parce que vous avez le droit d'être pas d'accord. Techniquement, l'art Bien c'est sûr. subjectif, ça plaît à des gens et ça plaît pas à d'autres. Donc le tout c'est de donner envie, c'est de donner envie. C'est ça. On n'a pas parlé théâtre. Ah, j'ai vu une pièce en vidéo. Il faut aller en vrai. Attention, c'est mal en vidéo. C'est ça que tu m'aurais dit, non? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas le temps, moi. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, Bah, déjà, faut dire de ouais, quoi on de quoi on parle? Non, parce que ça va nous donner l'occasion de parler de Franck Dalibard, parce que je suis allé le voir. Ah oui, C'est notre nouveau ministre de la Culture de la ville de Thonon. j'adore. C'est notre ministre de la Culture chez nous, À Thonon-les-Bains. C'est notre nouveau délégué à la culture. Et je suis allé faire une interview avec Franck. Je le connais depuis plus de 10 ans, donc ça a été facile d'avoir l'interview avec Franck. Je te remercie, Franck, de l'avoir donné. Et on l'écoute. Puis on revient en reparler de sa pièce après. Salut Franck. Bonjour. On va se tutoyer parce Oh qu'on va bah, pas faire semblant de ne pas Non, se connaître. On se hein. connaît, donc en effet, on se tutoie, c'est normal. Quels sont tes objectifs pour la culture à Thonon-les-Bains? Alors, je vais dire nos objectifs parce qu'on a quand même travaillé en équipe. L'objectif, le premier, c'est de travailler sur la création. En fait, je me suis rendu compte à travers mes différentes expériences que la création sur Thonon était parfois difficile. Et l'idée, c'est d'accompagner en fait nos créateurs, alors que ce soit des créateurs, on va parler de différents arts, la peinture, ça peut être la musique, ça peut être la comédie. Et après, comment on va les accompagner à diffuser leurs œuvres. Donc ça, c'est aussi la grande partie, ça va être la diffusion. Comment on peut aider des jeunes auteurs, des jeunes artistes. Quand je dis jeunes, c'est vraiment jeunes dans le métier, pas forcément dans l'âge. Et comment on fait pour justement diffuser leurs œuvres, que ce soit à Thonon et peut-être un peu au-delà. Qu'est-ce qui va changer, par exemple, pour Monjou Festival? La grande question de Monjou Festival. Écoute, Monjou Festival, on a envie de retravailler sur un festival qui corresponde un peu aux attentes des Thononnais. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas dévoiler les projets, mais l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que ce grand festival de Monjou était quand même assez intéressant, mais le terme de Monjou Festival ne lui correspondait pas. En revanche, si tu prends le Monjou Festival qu'on connaît, dans ce parc de Monjou qu'on aime tant, eh ben, c'est un vrai lieu intéressant et qui est identifié sur Thonon. Qu'est-ce qui pourrait changer pour le Monjou qu'on connaissait bien? Eh ben, l'idée, c'est de se réapproprier ce parc de Monjou avec peut-être, alors on n'a pas encore les noms, un festival de Monjou. On veut vraiment remettre en place ces diffusions culturelles qu'on a eues au sein de Monjou, qu'on a connues, que les Thononnais ont connues il y a quelques années. Donc on va travailler sur ce nouveau projet pour redorer, si je puis dire, le parc de Monjou. Et je répète, on va quand même garder, l'objectif étant de garder un grand festival, mais qui ne sera plus du tout le festival de Monjou. Tu m'as parlé, quand tu étais en préparation des élections, d'un possible festival que tu voulais créer. Tu peux m'en parler? Alors oui, on travaille aujourd'hui, et c'était dans notre programme, sur la création d'un festival de podcasts, de séries audio. En tout cas, c'est de travailler sur l'audio. L'objectif étant de permettre à une population qui peut-être aujourd'hui n'a pas toujours accès à des livres, et puis c'est surtout aussi de connaître d'autres sensations sur l'écoute. Aujourd'hui, il y a des très bonnes séries audio, on peut écouter sur l'ensemble des plateformes, où on a des vraies sensations, et ça va aller jusqu'au livre audio aussi. Donc on est en train de préparer ce projet. Alors c'est évidemment pas tout de suite, mais voilà, on veut travailler, on veut se positionner sur un festival de podcasts. On a la chance d'avoir des auteurs sur le territoire, et puis on a aujourd'hui des médias qui se développent, et je crois même que vous êtes en train de tourner un podcast avec moi-même. Donc ça tombe plutôt bien. On espère qu'on participera à ce festival. J'espère que tout le monde participera, vraiment. Comment tu vois l'avenir de la culture à Thonon? Écoute, je la vois, c'est très positif. Il y a une culture qui est très présente et qui a plutôt été bien menée au niveau donc, de la chapelle, de la visitation, etc. Alors, ce n'est pas que le mandat d'avant, c'est aussi les mandats précédents. Aujourd'hui, on a envie de mettre un peu
peut-être plus des actions sur la diffusion musicale qui est peut-être un petit peu en retard, sur la création musicale, sur du théâtre aussi. Voilà, on veut faire évoluer le théâtre. J'ai la grande chance, et je le dis vraiment parce que je le pense profondément, d'avoir des gens dans le service culturel ou dans le service de la visitation, des gens passionnés. Et ça, c'est quand même une grande chance d'avoir des équipes, des fonctionnaires qui vivent culture et qui veulent vraiment défendre la culture. Et il ne faut pas se leurrer non plus, la culture parfois peut coûter un peu cher. Donc on va défendre nos projets, on va essayer de les améliorer et on va essayer de travailler un peu sur une rentabilité de la culture. Alors quand je dis ça, faire attention parce qu'on peut tout de suite se dire « Ouh là là, attention, il va nous vendre de la culture, etc. » Non, on va essayer de diminuer certains frais, on va essayer peut-être de mieux cibler une diffusion et puis on va travailler avec les acteurs locaux et ça c'est important. Moi, je me mets à la place d'un jeune qui aujourd'hui commence la musique entre 15 et 20 ans. Qu'est-ce qu'il peut attendre de la ville? Parce qu'on a un peu perdu la MJC, l'association de la MJC, qui est due à une faillite en 2000, hein, si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce qu'un jeune aujourd'hui peut attendre de la ville pour pouvoir assouvir sa passion de la musique? Eh bien, tu sais, j'ai tendance toujours à inverser aussi ces questions-là. C'est ce qu'on peut attendre, nous, du jeune qui va commencer à faire de la musique. Et donc, on va être réceptif de ces idées. Évidemment que nous, on a quand même des notions, comment on peut accompagner ce jeune. Alors, il y a aujourd'hui quand même énormément d'institutions, d'associations qui accompagnent les jeunes dans la musique, dans l'apprentissage de la musique. Mais là, si je comprends bien ta question, c'est de quelle manière on va pouvoir l'aider à faire un peu des concerts, à avoir son groupe, de vivre la musique comme on a aimé le faire, nous, plus jeunes. Donc là, on va les accompagner. Et c'est ça où on va essayer de travailler sur la mise en place de salles de musique actuelles, en tout cas de les accompagner pour leur permettre de diffuser. Mais ça peut être aussi d'aller travailler auprès des commençants pour leur dire, voilà, on a un petit réservoir de groupes tononnais, voilà le répertoire de leurs œuvres, ce serait sympa que vous les programmiez un petit peu. Vous voyez, en fait, ensemble, on va essayer de leur permettre d'être diffusés. Et ça va se faire sur Thonon. Mais l'objectif, ça va être évidemment de travailler. On a la chance aujourd'hui d'avoir un maire qui s'entend très bien avec la maire d'Évian. Et ça, c'est une grande chance. Et ben, il faut que l'ensemble des équipes s'entendent bien. Et je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Donc un groupe de Thonon, il va peut-être pouvoir aller jouer, je dis, à Évian, à Bon, à Douvaine, etc. Profiter de l'agglomération pour que ces jeunes-là puissent jouer sur l'ensemble de notre territoire. Je réfléchis à ce que j'avais noté et que j'ai pas le professionnalisme, faire des questions, préparer des questions à l'avance. Et puis pas imprimer la feuille. Voilà, c'est ça. Alors j'ai tout sur mon téléphone, mais comme c'est en train de tourner avec, je suis un peu con. Je suis comme un ça. Quid de possibles partenariats avec des acteurs locaux de la culture? L'avantage de Richard Beau, vraiment par rapport à d'autres, c'est qu'il dit « je suis toujours ouvert à la discussion ». Et c'est réel. C'est-à-dire que moi, ça va être la même chose. Aujourd'hui, moi, j'ai des idées, l'équipe culture a des idées, mais c'est comment on les met en place. Et on ne peut pas les mettre en place, tu connais mon envie de partager, en tout cas dans la prise de décision. Donc, on est ouvert à tout. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des salles, il y a des associations qui produisent des spectacles de qualité. J'étais, il n'y a pas très longtemps, avec une troupe de théâtre qui commence à diffuser ses œuvres un peu partout en France. Il faut qu'ils aussi le diffusent sur notre territoire avant de partir le diffuser en France, et ça, c'est important. Et concrètement, tu vas faire quoi? Concrètement, là, tout de suite, rapidement. Là, concrètement, le 21 juin, dans cette cour-là, vous aurez la chance d'avoir un set avec un DJ, donc c'est Franck des Jeudis Électro, et on va essayer de mettre en place de la création en même temps, du street art. Alors s'il y a des acteurs qui veulent venir, évidemment, qui me contactent, c'est de mettre en place des univers, et l'objectif, c'est un peu de croiser ces univers-là. On va mettre de la musique avec des DJ dans un endroit qui est quand même exceptionnel. Voilà, c'est le mélange des genres qui doit nous permettre de faire de la création innovante. Tu peux nous parler un peu de l'agenda, de ce qui se passe un peu à Thonon culturellement les prochaines semaines? Question piège, belle question piège. J'ai intérêt à réviser et à savoir. Alors là, en ce moment, on a une exposition, avec une très belle exposition d'art moderne avec des créations. Il y a eu l'inauguration il y a 15 jours, je crois, donc je vous propose, et je vous conseille de venir le voir, il y a vraiment des œuvres assez exceptionnelles. Avec la création, alors l'artiste m'expliquait, j'ai eu la chance de suivre ses explications pour l'ensemble de l'expo, avec la création de visages à partir de poussière, voilà, poussière, cheveux dans le métro parisien, donc c'est quand même des choses assez exceptionnelles. Après, on a la chance d'avoir également une autre exposition dans la Visitation, la Verrière de la Visitation, qui est un artiste local, Monsieur Mamet, qui est de Margencel, donc là, une très belle exposition qui continue. Et puis, on va rentrer aussi sur... alors, il y a la Nuit des musées qui arrive très bientôt, il y a pas mal d'événements, il y a
Alors j'ai plus le terme, mais je crois que c'est la journée des cimetières. Donc ça peut paraître comme ça très surprenant, mais c'est l'histoire des cimetières, l'histoire. Il y a beaucoup d'œuvres aussi présentes dans les cimetières et le service des archives de Thonon s'en occupe. Et ça, je vous conseille. Il y aura des conférences aussi sur les sépultures anciennes et probablement les futures sépultures. Et on rentre vraiment dans un cadre historique et patrimoine où on met en avant le patrimoine. Donc ça, c'est des choses très intéressantes. Il y a évidemment la fête de la musique qui arrive très prochainement, le 20 juin à Thonon. Et ici, le 21, vous aurez la chance d'assister à un set avec un DJ, donc à 17h. Et c'est dans un lieu exceptionnel. Et ça, c'est vraiment unique. C'est le 21 juin, en dehors des autres manifestations de la ville. Donc je vous propose et je vous conseille de venir à partir de 17h. Ça va être hyper sympa. On va parler du Franck Dalibard un peu artiste. Tu es aussi créateur de pièces de théâtre. Tu vas jouer dans pas très longtemps Tout à fait. la pièce à Thonon. Ça fait quoi de s'occuper de la culture et d'être artiste en même temps? Bah, pour être très honnête, je me dis que naïvement, je sais de quoi je parle. Voilà. C'est que j'ai connu ce côté de création, de ne pas trouver de lieu pour diffuser, pour répéter, etc. C'était assez compliqué. Pour être très honnête, alors je le dis parce que c'est la réalité, je suis très content. En fait, je suis vraiment content de pouvoir lier ces deux-là. Et l'idée, c'est vraiment de faire avancer la culture avec justement alors, le professionnel que je suis. Parce que quand on a fait un spectacle en allant devant les gens, bah, on sait un peu ce que c'est que le tract, pardon, d'ailleurs je l'ai encore quand j'en parle. Et donc l'idée, c'est vraiment de mélanger tout ça pour faire quelque chose de nouveau, d'innovant, pour le service évidemment des Thononnaises et des Thonnais. Et donc l'idée, bah, c'est de montrer qu'on peut être sympa, rigolo en faisant de la politique, parce qu'on sait être sérieux quand il faut être sérieux et on sait rire quand il faut rire. Merci Franck. Alors on a appris plein de trucs sur le Monjou Festival, sur, sur les possibilités futures de la culture à Thonon. Vous n'avez pas vu, hein, mais... Non, mais on va les regarder. mais vous regarderez après. Tu teases là pour nous. Ah bah oui, un petit peu. C'est fait exprès. Donc du coup, moi je vais pas vous parler de la pièce parce que c'est moi qui l'ai réalisé le montage. Donc, puis comme je connais Franck, je ne serai pas très objectif. Mais qu'est-ce que t'en as pensé toi, Virginie? J'avoue que j'ai tout de suite senti que c'était tout neuf. J'ai trouvé que c'était assez bien écrit. Je t'avouerai que les 15 premières minutes, j'étais pas persuadée si j'allais regarder le reste. Mais j'ai regardé parce que je me suis dit, il faut quand même que je sache qu'est-ce qu'il y a là derrière. Je me suis rendu compte assez vite que la version que je regardais en vidéo, donc comme je disais, c'était quelque chose d'assez récent. Donc, après, tu m'as dit après coup que c'était la deuxième fois, je crois qu'il la faisait. Et ça se sent. Donc, comme j'ai trouvé que c'était assez bien écrit et qu'il se débrouillait plutôt pas mal, je pense qu'il faudrait revoir cette pièce pour moi dans quelques séances. Alors, il y en a une prochaine de séance. Il va jouer le 19 juin au Centre de l'Étoile à Thonon pour des étudiants. Donc, il joue gratuitement pour des jeunes qui ont besoin d'argent pour leur voyage scolaire. Je crois qu'il l'a joué déjà plusieurs fois, donc il est un peu plus, il doit être un peu plus aguerri que la première fois. Voilà, un peu plus en place. Et je vous conseille, moi personnellement, je vous conseille de la voir parce que moi j'ai vécu ça de l'intérieur, la mairie à tout prix. Donc j'ai vécu ça de l'intérieur. Moi, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé que la mise en scène était originale. Donc quand même, j'ai trouvé des trucs particuliers. J'ai trouvé qu'ils se débrouillaient pas mal. Parce qu'au début, j'étais pas persuadée. Moi, je connais pas comme toi. Et je me suis dit, oulala! Et en fait, je me suis dit, il démarre plutôt pas mal. Mais voilà, mais comme tu dis, il est un peu plus rodé, donc je pense que ça doit être mieux. Hein. Alors, le 17 juin, au Centre de l'Étoile, je vous conseille, si vous ne le faites pas pour Franck Dalibard, faites-le pour ces jeunes étudiants et je pense que vous allez peut-être vous marrer quand même. Enfin, surtout si vous êtes de Thonon, parce que ça parle de la mairie de Thonon en 2020. Voilà. C'était pas mal. Il y avait un petit peu de matière à l'époque. Est-ce qu'on a encore des choses à se dire? On en aurait plein, mais... Ouais, c'est clair. Est-ce que parce qu'on en garde pour les prochaines fois, non? Est-ce qu'il y aura une prochaine fois? En fait, pour qu'il y ait une prochaine fois, les amis, il faut nous le dire. Il faut nous le dire, vous en voulez d'autres, et puis surtout, il faut qu'on trouve des mécènes, parce que là, je remercie mon frère Jean-Luc qui nous prête son magnifique showroom
pour faire cette première émission. Mais on a besoin d'un petit peu de financement pour aller plus loin et pour revenir donner envie de voir d'autres choses plus loin, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec plaisir. Le plaisir de donner envie, de décrypter ça. Ouais, non, c'est cool. Moi, qu'une hâte, c'est que ça continue. Eh ben, on croise les doigts. Tape, mets tous tes doigts ici. Les doigts, on les voit pas les autres. Croise tes bras aussi.